nous, à Sud, on est né dans le cadre de l'historique de la lutte contre le sida, hein, je pense que vous le savez. Donc on est dans un logiciel qui est plutôt un logiciel sanitaire. Or, ce logiciel sanitaire, force est de constater que depuis 50 ans, il ne fonctionne pas du tout pour convaincre la société française qu'il s'agit d'une loi inefficace et injuste. Par contre, la question qui a été traitée dans la dernière session, c'est-à-dire la question de la contradiction de cette loi avec des tas de problèmes de liberté et de droits humains, celle-là, elle est vaguement taboue, elle est surtout, à mon avis, impactée énormément par justement le bouclier que crée la dictologie, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on est toujours dans une question sanitaire, que les drogues, au fond, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'empêcher ou de se séparer ou de se protéger parce que ça fait du mal. Et la question toute simple que se sont posés les législateurs au départ, parce que quand on lit les attendus, y compris de la loi de 1916 d'ailleurs, de la première loi qui réprimait l'usage de drogue en public à l'époque, mais aussi celle de 1970, on se rend compte que tous ces législateurs se posaient la question de l'atteinte aux libertés individuelles, hein, de la contradiction qu'il y avait entre pénaliser un comportement privé et cette question de venir fouiller dans la vie privée des gens pour leur interdire ce comportement privé qui était autorisé pour un certain nombre d'autres substances, dont l'alcool et le tabac. Donc voilà, symboliquement, on va terminer cette journée en interrogeant les deux représentantes d'associations qui sont, pour moi, porteuses de ce message de la question, syndicats et associations de la question des droits de l'homme. Mais pour la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, je pense que c'est même l'affaire Dreyfus qui est à l'origine, hein, si mes souvenirs d'historien sont bons. Donc on voit qu'on est bien dans cette question des libertés individuelles en contradiction avec la loi de 70. Et donc je te propose d'intervenir sur ce sujet. Alors merci pour l'invitation. Effectivement, la Ligue des droits de l'homme est une association généraliste. Ça veut dire qu'on ne travaille pas spécialement sur la drogue et que donc mon propos est vraiment axé sur les droits, évidemment, et sur les libertés. Alors techniquement, la question est portée sur la loi de 70 parce qu'on en parle toujours, mais de fait, elle a été abrogée puisque c'est rentré dans le Code de la santé publique, mais peu importe, c'est puisque de toute façon, les dispositions, elles sont là. Donc c'est bien une continuité depuis la loi de 70. Et la première question que je me suis posée, c'était par rapport à même un grand principe, un principe qui est inscrit, vous voyez, depuis 1789, donc bien avant qu'on ne se pose la question des stupéfiants, puisque c'est le principe de la légalité c'est-à-dire lorsqu'on crée une incrimination, lorsqu'on crée une infraction, le premier principe, c'est qu'il faut qu'il soit prévu par la loi et que ce soit suffisamment clair et précis pour qu'on puisse savoir par avance quel est le comportement interdit. Donc ça veut dire qu'en premier lieu, la question se pose de savoir ce qu'est un stupéfiant. Et vous savez qu'en 2022, il y a eu 2 décisions du Conseil constitutionnel qui ont dit que ce sont les substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Il a donc validé, mais ça, le Conseil constitutionnel, il ne va pas très loin dans la compréhension et même simplement le fait de revenir sur des politiques qui sont menées par le gouvernement, parce que c'est quand même largement le gouvernement qui décide plus que le Parlement même. Et donc, il essaye de ne jamais aller à l'encontre d'une politique qui est menée. Donc, il est très clair que dans cette définition-là, où il valide le texte en disant on sait très bien ce que c'est que des stupéfiants, parce que c'est ça la définition, alors qu'il ne donne aucune définition de ce qu'est un effet nocif pour la santé. Donc, quand même, c'est un vrai problème. Quel est le seuil, etc. Est-ce qu'il y a une appréciation indépendante, c'est-à-dire par exemple par une autorité indépendante de l'exécutif, j'entends, hein, parce que ce qui existe actuellement, ce n'est pas indépendant de l'exécutif. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une appréciation indépendante de ce qu'est un stupéfiant? Par exemple, le cannabis homéopathique est classé comme stupéfiant. Donc vous voyez l'aberration totale. Donc on est sur... déjà,
une violation d'un principe, quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, un grand principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est le principe de l'égalité, qu'on sache par avance ce qu'est le comportement interdit, que ce soit prévisible. La deuxième chose, c'est sur la liberté d'expression, qui est quand même un des grands fondements de la démocratie. On dit bien qu'il est particulièrement important de pouvoir s'exprimer. Or, même avant la loi de 70, on avait l'article L630 qui maintenant a changé de nom, mais enfin c'est la même chose. Et au-delà de la provocation, on a l'interdiction de présenter sous un jour favorable. C'est extraordinaire. Vous en savez quelque chose à Sud, hein, parce qu'après, ça dépend complètement de ce que décide le gouvernement pour savoir si on a le droit de parler, pas parler, de ce qui est un produit qui soit plus sain qu'un autre, ou de la façon de consommer qui soit plus avec un moindre risque. Tout ça, on ne sait pas exactement, donc ça renvoie aussi au principe de l'égalité, mais également à la question de la liberté d'expression, qui est pourtant une liberté fondamentale. Donc c'est juste pour rappeler, déjà, rien que sur ça, nous sommes déjà sur 2 violations. Ensuite, la question de, mais est-ce qu'on peut interdire? C'est-à-dire la liberté individuelle. Alors là, je vais me mettre sous la protection de mon mentor, feu Michel Tubiana, qui était président de la Ligue des droits de l'homme, et qui disait, oui, la société, effectivement, peut avoir un droit de regard, mais la question est de quel droit, dans quel but, avec quelle efficacité la société prohibe-t-elle certaines drogues et fait de l'usager de celles-ci, donc des drogues, un délinquant. Parce qu'il y a la question de la liberté personnelle, de la liberté de chacun. Et je rappelle que toujours dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous avons l'article 4 qui dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». En quoi le fait de soi-même consommer, tout au moins lorsque on ne prend pas le volant, par exemple, eh bien effectivement, en quoi est-ce que ça porte atteinte aux droits d'autrui? Article 5, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Même question. Alors le problème est que ce sont des textes, enfin, la Déclaration des droits de l'homme, ça rentre dans le bloc de constitutionnalité. Donc c'est bien quelque chose qui est du droit positif. Pour autant, le Conseil constitutionnel refuse d'examiner la loi au regard de ces dispositions, probablement parce que ça lui donnerait un pouvoir important, alors qu'il l'examine sous l'angle de l'article 8 de la même déclaration, qui est le principe de nécessité, mais où il dit, sur la nécessité de créer ou non une infraction, moi, je n'ai pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement, et donc je contrôle vraiment, vraiment à la marge. On le voit. Et donc, on a des grandes libertés qui sont inscrites, mais qui pour autant ne produisent pas d'effet en droit positif. Parce que si on sort de l'idéologie, en quoi l'effet récréatif ou thérapeutique de l'usage de drogue, en quoi est-ce que ça pose un problème à la société? Donc là-dessus, on est parce qu'on a aussi sur l'autre idée, alors c'est plus récent, c'est la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est plus récent, c'est l'article 8 de cette convention qui dit qu'on a le droit au respect de sa vie privée. Mais vous voyez, c'est une autre façon d'aborder les choses, il n'empêche que c'est aussi du droit positif et ça aboutit à ce qu'il y ait comme corrélation par rapport à la liberté, le respect de sa vie privée, le droit au respect de sa vie privée, en corrélation, il y a l'autonomie personnelle, le droit à l'autonomie personnelle et à disposer de son corps. Voilà. Là aussi, la Cour européenne, elle est un peu marge d'appréciation des États. Vous voyez, c'est tout le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle. Et tant qu'on n'a pas de mécanisme de contrôle efficace, ça reste du droit prospectif, c'est-à-dire dont on peut s'emparer, nous, associations, pour faire valoir, justement, pour faire des plaidoyers, pour faire évoluer le droit, mais qui n'ont pas beaucoup d'effets concrètement sur les incriminations. Donc, l'autre volet de la loi de 70, c'est le côté sanitaire, comme on a dit. Et ça, là-dessus aussi, il y a à redire. Parce que même sur le volet soins, il y a la question du consentement éclairé de la personne. Ça fait partie aussi
des droits de l'homme, d'avoir le droit à consentir par rapport à son propre corps. Et là-dessus, la loi de 2016, elle va dans ce sens-là, en fait. Elle respecte, elle va dans le sens du respect de ce droit. Ben, qu'en est-il? Effectivement, je ne vais pas développer, parce que c'est juste des pistes de réflexion au regard des droits, mais qu'en est-il effectivement sur le volet sanitaire, sur le fait aussi qu'on puisse faire du chantage, on en a parlé tout à l'heure, du chantage au sevrage, ce n'est pas possible normalement. Ça fait partie de la liberté, justement. Donc c'est également le problème de pouvoir agir en direction des publics les plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose qui est pointé du doigt par également ne serait-ce que l'ONU aussi, ou le Conseil de l'Europe. L'idée que les femmes, par exemple, qui ont des conduites addictives qui peuvent être problématiques même pour elles, eh bien, elles sont invisibilisées parce que voilà, il y a un problème ne serait-ce que pour avoir accès aussi aux institutions, etc. C'est plus compliqué pour elles, alors que normalement, il devrait y avoir, pour le droit à la santé pour tous, il devrait y avoir un accès favorisé encore plus pour les personnes plus vulnérables. Je ne parle même pas des migrants, on en a parlé tout à l'heure, et ça rentre aussi dans le cadre malheureusement d'une politique migratoire que nous contestons aussi, mais je ne vais pas développer, et ça rentre aussi dans toute la problématique du droit au logement, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de droits qui ne sont pas respectés en réalité, et on ne va pas dans le sens d'un plus grand respect des droits, c'est-à-dire de prendre des politiques par le prisme des droits de l'homme. Et ça, le Conseil de l'Union européenne vient de rédiger un rapport le 9 décembre, donc vous voyez, c'est tout récent, invitant les États membres à avoir une approche en matière de drogue fondée sur les droits de l'homme. Donc vous voyez que même au niveau de l'Union européenne, on se pose ces questions-là. Et on se dit, il faudrait, nous dit-il, collecter, partager les informations sur l'impact de la mise en œuvre de réponses de justice pénale liées à la drogue et alternatives aux sanctions coercitives, donc qu'il y ait des alternatives, que ce ne soit pas des sanctions contre les personnes consommatrices de drogue, en particulier ceux qui vivent dans des situations marginalisées et vulnérables. Mais que nous a-t-on dit à la table ronde précédente? Qu'au contraire, on ciblait les personnes les plus marginalisées, ou bien, comme on a dit, la politique de pénaliser les pauvres. C'est d'ailleurs pas que sur les drogues, c'est parce que tout à l'heure on en parlait sur l'AFD, moi ce qui me m'horrifie, c'est par exemple sur les gens du voyage. Bon, ils sont évidemment pénalisés, plus particulièrement dans les gens du voyage, ceux qui sont les plus pauvres. Et on a dit aussi récemment, c'est la loi qui permettait de pénaliser les vols jusqu'à 300 €. AFD jusqu'à 300 €. Enfin bref, c'est tout un ensemble, un volet sécuritaire qui s'abat sur certains quartiers populaires. C'est une répression automatisée, mais c'est aussi l'abandon total c'est censé être une répression pour une visée sanitaire, puisque c'est dans le Code de la santé publique pour les drogues. C'est complètement abandonné, mais cela a été dit. Et puis il y a un dernier grand principe que je vais essayer d'effleurer, c'est le principe qui est quand même fondateur aussi, on a parlé de la liberté, mais l'égalité, évidemment l'égalité, article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais article 1er aussi de la Constitution de 1958. Eh bien, l'égalité de tous devant la loi est également mise à mal. Mise à mal parce que, on l'a dit tout à l'heure, qui est le plus touché par les contrôles d'identité au faciès? Ça c'est démontré, et la Cour de cassation l'a admis en 2016, notamment en facilitant la preuve concernant les contrôles au faciès, parce que c'est admis. C'est démontré, le défenseur des droits l'a dit aussi, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, enfin bref, c'est largement démontré. Et de ce fait, ce sont les jeunes racisés, alors je fais ça court, donc je vous dis racisés, vous comprenez bien que c'est essentiellement d'ailleurs les Noirs et les Arabes, il y a aussi les Asiatiques, mais dans une moindre mesure, eh bien, ce sont eux qui sont victimes de contrôle d'identité. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, mais notamment parce que les contrôles d'identité permettent aux policiers de faire des palpations de sécurité. Ce n'est pas inscrit dans le Code de procédure pénale, c'est dans le Code de sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que c'est à visée sécuritaire préventive. C'est l'idée, on ne sait jamais, la personne peut avoir une arme sur elle, donc on va faire une palpation, et comme ça, on pourra éviter tout problème de sécurité. Mais ce n'est pas vrai. La réalité,
c'est que les palpations sont utilisées dans un but répressif et non pas préventif. C'est-à-dire dans le but d'investiguer, de chercher des fameuses boulettes. Et si les résines de cannabis, par exemple, et si la Cour de cassation, la chambre criminelle n'était pas aussi criminelle, justement, c'est-à-dire en admettant qu'une simple protubérance sur la jambe, ça puisse faire l'objet derrière d'une fouille, parce qu'on passe en flagrance, eh bien, on n'aurait pas ce problème-là d'investigation lié à des contrôles d'identité qui, au départ, étaient au faciès. Donc, on voit bien que c'est une dérive, parce que ce sont ciblés certains spécifiquement. Et le problème, c'est que, bien sûr qu'ils s'en rendent compte. Ils ne sont pas stupides. Bien sûr qu'ils le vivent mal et qui, comme Omer l'a dit tout à l'heure, c'est une cérémonie de dégradation, mais bien évidemment. Et j'ai même eu une jeune fille qui me disait j'ai subi une fouille carte bleue. Alors je me dis mais c'est quoi une fouille carte bleue? En fait, elle vit seulement le fait qu'on lui a passé, et un policier, je dis bien un, lui a passé les mains sur son jean jusqu'à l'entrejambe, c'est-à-dire jusqu'à lui toucher le sexe, simplement pour vérifier si elle n'avait pas de la drogue sur elle. Vous voyez, on aboutit à ce genre d'aberration. Pourquoi elle dit une fouille carte bleue? Parce que quand tu fais ça, tu fais comme ça. Ah d'accord. Tu vois, c'est tout. Comme quand tu passes comme avant les voilà. Et moi aussi, j'ai posé la question, c'est vrai. Voilà, donc on a vraiment des différences de traitement qui sont importantes, et on le voit aussi avec l'AFD qui touche certains quartiers, certains jeunes. Et donc on en vient, et concernant la drogue, je vous rappelle qu'il y a eu une loi récente qui permet de juger les fous sous prétexte qu'ils ont consommé de la drogue. Mais c'est une aberration totale, hein. Là, on revient au Moyen-Âge. On juge les fous. Normalement, alors je dis fou à dessein, hein, c'est pas comme ça que c'est écrit. C'est l'abolition totale du discernement ou la perte de contrôle totale de ses actes. Mais ça revient à dire ça. On en vient à juger les fous sous prétexte qu'ils ont consommé des stupéfiants. Ce qui n'est pas exactement la même chose que concernant l'alcool. Et on l'a dit tout à l'heure aussi pour la conduite sous état alcoolique. Donc on a tout un droit dérogatoire qui se met en place, et même un droit dérogatoire au point de vue procédural, mais là je vais laisser la place au syndicat. Juste sur ton dernier point, là, il me semble que dans certaines affaires très médiatisées, là je pense tout de suite à l'affaire Halimi, mais il y en a plein d'autres, c'est encore plus, ça va encore plus loin, puisque l'abolition de discernement finit par être contestée. Alors heureusement la justice n'a pas embrayé, mais il y a eu une campagne de presse autour de ça, au prétexte que l'usage de drogue serait finalement un facteur aggravant. Et le facteur qui serait pris en compte pour lancer une procédure, plutôt que la loi qui dit que quand on est en situation d'abolition de discernement, on n'est pas jugé. Oui, alors ça n'a pas été possible pour cette affaire. Et je tiens à le dire, malgré tout, si c'était exactement dans ce contexte-là, il ne pourrait pas être non plus pénalisé pour le meurtre. Mais il y a maintenant la création d'une autre infraction spécifique, juste pour avoir consommé des stupéfiants. Voilà. Et qui n'est pas l'usage de stupéfiants, hein, qui est vraiment du fait d'avoir commis une infraction, un meurtre, en ayant commis des stupéfiants. Mais on ne pourra toujours pas, heureusement d'ailleurs, on ne pourra toujours pas juger pour meurtre du fait d'avoir consommé des stupéfiants et d'avoir été jugé comme abolition totale du discernement. Pour quelqu'un qui est en situation de... Non, ça heureusement. Heureusement. Pénal. Mais c'est quand même une aberration en soi que de dire il a quand même commis une infraction en tuant du fait de... C'est même pas forcément sous emprise, hein, d'ailleurs. C'est d'avoir consommé. D'avoir consommé, mais on voit bien que c'est repris. Il y a récemment là l'histoire de l'incendie à Vaux-en-Velin. Il y a des voix qui vont du côté de c'est la drogue, quoi. Il y aurait une. Mais parce qu'on se pose même pas la question de savoir si c'est sous l'emprise. C'est un peu comme la question de la conduite. C'était les canapés là pour Vaux-en-Velin, c'était encore pire. C'est même pas, c'est le fait qu'il y aurait eu un point de deal. Oui, mais là j'ai pas suivi, alors je ne peux pas répondre. C'est pour dire l'aberration. Disons que les textes, c'est comme pour la conduite. On ne se pose même pas la question de est-ce que c'est sous emprise ou pas. Alors que c'est la finalité quand même.
Hein, si on vous dit il ne faut pas conduire sous l'emprise d'état alcoolique, c'est parce que c'est dangereux. Mais il y a un seuil qui permet de dire voilà la dangerosité. Et puis après, c'est à chacun d'être responsable. Comme disait Bénédicte, au bout d'un verre, moi c'est pareil, hein, je ne peux pas conduire après un verre. Donc voilà, c'est une question de responsabilité personnelle. Mais là, on n'est même pas dans cette logique-là dès lors qu'il s'agit de stupéfiants. C'est bien là le problème. Non, mais je soulignais juste cet aspect pour parler de cette progression de la condamnation morale de l'usage de drogue qui paraît finalement paradoxale parce que il s'appuie sur des considérations sanitaires. C'est ça la folie. C'est-à-dire que on pourrait croire que cette prédominance des questions sanitaires aurait fini par porter ses fruits et servir d'éducation à la population, notamment depuis la réduction des risques, pour qu'on se considère que finalement c'est quelque chose qui doit être considéré comme pas l'origine du problème, et c'est tout le contraire qui se passe. On focalise de plus en plus, effectivement, avec la guerre aux pauvres que tu mentionnes, tout à fait. Mais c'est aussi parce que les politiques n'ont pas le courage. N'ont pas le courage de porter les politiques de réduction des risques, de parler même de ce qui existe en fait. Tout à fait. C'est invisibilisé. Hein. Donc, la parole au syndicat de la magistrature pour à peu près le même sujet. Oui, ce que vous venez de dire justement fait une bonne transition avec le sens de mon intervention. Donc le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat qui est né en 68 à la suite des événements qui n'étaient pas forcément liés aux événements de 68, mais en tout cas dans le contexte des événements de 68, et qui est un syndicat de magistrats, c'est-à-dire de juges et procureurs, et qui donc fait un travail de syndicat, de défense des conditions de la profession, etc., mais également un travail beaucoup plus large de défense des droits et libertés. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la Ligue des droits de l'homme notamment, et avec d'autres associations qui défendent les droits de l'homme. Moi, le sens de mon intervention aujourd'hui, c'était un peu justement de jouer sur cette double casquette de la loi de 70, à la fois sur le volet sanitaire et sur le volet répressif, puisque en fait, dès les débats parlementaires, cette question-là s'était posée, et le ministère de la Santé et le ministère de la Justice s'étaient opposés à ce sujet. Finalement, ce qui en est ressorti, c'est une loi qui se veut à la fois avec un volet sanitaire et un volet répressif, et qui considère dans un but illusoire affiché de monde sans drogue l'utilisateur de stupéfiants à la fois comme un malade et comme un délinquant. Moi, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que très vite, en fait, le volet répressif a pris le dessus sur le volet sanitaire, alors même qu'on sait aujourd'hui que c'est complètement inefficace, voire contre-productif, voire contradictoire avec le volet sanitaire, et que, en fait, la tendance est plutôt à l'aggravation de ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec notamment l'amende forfaitaire délictuelle, mais je vais y revenir. Et tout ça dans un but, comme ça vient d'être dit, démagogique, à la fois démagogique et à la fois de politique du chiffre, parce que c'est très facile en fait d'afficher des bons chiffres en termes d'usage de stupéfiants, de lutte contre l'usage de stupéfiants. Et en fait, on oublie complètement l'objectif qui est derrière de santé publique et de lutter, et de donner un vrai sens à la peine, ce qui était censé quand même être l'objectif du répressif. Donc finalement, dans le code de la santé publique, 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour l'usage de stupéfiants. C'est donc une peine de prison qui est encourue, et outre le fait que la sanction de l'emprisonnement peut apparaître complètement disproportionnée par rapport à l'infraction, cette possibilité de peine d'emprisonnement, elle ouvre tout un arsenal répressif en termes procédural, puisqu'il y a un certain type de mesures restrictives de liberté qui ne sont possibles que quand une certaine peine d'emprisonnement est encourue. Et donc, possibilité d'avoir recours à la garde à vue, possibilité dans les enquêtes d'avoir recours à des actes restrictifs de liberté, notamment les perquisitions, possible recours à la comparution immédiate, donc un mode de jugement juste après la garde à vue qui est très pourvoyeur d'emprisonnement. Et
Pour quel résultat? On pourrait penser qu'il y a une logique dissuasive derrière ça, le fait de faire encourir une peine d'emprisonnement pour les usagers de stupéfiants. Or, on voit que c'est un parfait échec parce que, alors même que la France est l'un des 6 pays d'Europe qui punissent encore l'usage de stupéfiants, enfin de cannabis par de la prison, on voit que c'est le premier utilisateur de cannabis chez les adolescents, que plus de 17 millions de personnes ont expérimenté le cannabis, que le nombre d'usagers de cocaïne depuis les années 2000 a été multiplié par 3. Et alors même qu'en parallèle de ça, on a un nombre de condamnations qui explose. Là, les derniers chiffres que j'ai eus du ministère de l'Intérieur, c'était que les infractions constatées à la législation sur les stupéfiants sont autour de 200 000 par an, dont environ 160 000 pour l'usage, donc une part quasi exclusive d'usage. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est très flatteur en termes de statistiques, parce que c'est très facile de faire une enquête pour usage de stupéfiants. Il suffit de constater la présence de produits sur une personne. Et comme ça a été dit tout à l'heure avec la Cour de cassation, lorsqu'on ne dépasse pas une certaine quantité de produits, c'est considéré comme de l'usage. Donc le taux d'élucidation est très important. Mais en revanche, ce double constat de l'explosion de la consommation et de l'explosion du nombre de condamnations montre bien que l'aspect dissuasif est complètement inefficace. Et en fait, et de manière beaucoup plus générale, cette politique répressive-là, les chiffres montrent qu'elle est complètement inefficace, alors même qu'elle coûte très cher à l'État, puisque les derniers chiffres que j'avais, c'était 2018, j'ai pas eu le temps de les actualiser, mais le budget qui était consacré à la lutte contre les drogues, la part répressive, était de 1,13 milliard d'euros en 2018, ce qui est considérable, alors même que, à titre de comparaison, le volet préventif était de 330 millions d'euros. Donc infiniment moins. Et donc cette politique-là, elle est, voilà, outre le fait qu'elle est complètement inefficace, les peines d'emprisonnement qui sont une part assez marginale de la sanction qui est finalement prononcée, représentaient quand même 11% des condamnations en 2013, ce qui est quand même très important. Et par ailleurs, c'est complètement contre-productif par rapport à l'autre volet, qui était le volet sanitaire de la loi de 70 et l'objectif sanitaire, puisque, en fait, outre le fait que ça stigmatise complètement les consommateurs en les considérant soit comme des malades, soit comme des délinquants, et ça représente absolument pas la diversité des types de consommation qui peuvent exister. Les politiques d'emprisonnement, à part aggraver les problématiques addictives, la prison n'a jamais servi à améliorer la santé publique. Et en prison, l'offre de soins et la réduction des risques sont considérablement bien moins bonnes qu'en milieu ouvert, voire zéro. Et en milieu ouvert, lorsqu'il y a véritablement addiction, le fait qu'il y ait une politique pénale répressive fait obstacle à une prise en charge adaptée, parce que cette politique pénale-là, elle est basée sur le sevrage, en fait, uniquement, et sur le fait de ne pas consommer du tout, ce qui va complètement en contradiction avec tous les parcours de soins personnalisés qui peuvent exister, que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, qui sont basés sur des rechutes, sur des consommations en parallèle de prise en charge adaptée, et donc ça vient pas du tout se compléter avec les politiques pénales, mais au contraire, ça vient à l'encontre même des politiques pénales, qui fait de toi un récidiviste si jamais tu reconsommes, même si y a une problématique addictive qui est derrière. Et par ailleurs, au-delà de la prise en charge adaptée, ça va à l'encontre de la réduction des risques et de la prévention. En tout cas, ça y fait obstacle, puisque au-delà de l'usage, ce qui est réprimé dans le Code de la santé publique, c'est le fait de provoquer à l'usage de stupéfiants ou d'inciter à l'usage de stupéfiants.
Ce qui rend beaucoup plus difficile ces politiques de réduction des risques et de prévention, par peur de rentrer dans le volet pénal. Donc voilà. Tout ça pour dire que nous, syndicats de la magistrature, on est complètement d'accord pour dire que cette loi répressive et que ce tout répressif n'a aucune efficacité, et pour autant cette logique elle cesse de se renforcer pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, des raisons de politique du chiffre, des raisons démagogiques, parce que ça paye politiquement d'assimiler les usagers de stupéfiants à des délinquants. Et aussi, ça se ressent dans la politique pénale qui est menée et qui est mise en œuvre dans les juridictions. Parce que concrètement, comment ça se passe lorsque une personne est interpellée pour usage de stupéfiants, une enquête qui est souvent très courte pour l'usage de stupéfiants va être menée, et à la fin, le procureur de la République va être appelé. Donc concrètement, c'est la permanence pénale du parquet qui est un peu le système d'urgence du tribunal qui va être appelé, avec un procureur qui va prendre au téléphone le compte-rendu du policier ou du gendarme, et qui aura 3 possibilités à l'issue. Ça sera à lui d'orienter l'affaire, soit décider de la classer sans suite, soit décider de faire ce qu'on appelle une alternative aux poursuites, c'est-à-dire de faire remplir certaines conditions à la personne qui a été appréhendée pour que l'affaire ne soit pas poursuivie et qu'elle n'aille pas devant un tribunal, comme par exemple payer une amende ou avoir une injonction thérapeutique, ou alors faire un stage de sensibilisation à la lutte contre les stupéfiants, et j'en passe. Soit la 3e possibilité, c'est de mettre en œuvre des poursuites pénales, et une des poursuites pénales connues, c'est de remettre une convocation pour aller devant le tribunal. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme on a une masse assez énorme de petits délits de manière générale, mais notamment de délits pour usage de stupéfiants qui arrivent dans les parquets, on met en place des politiques pénales locales de barémisation en fait, de ce type d'infraction, et on systématise la réponse pénale pour mettre en fait moins de temps à traiter chaque affaire. C'est vraiment très, très trivial. Et donc en fait, on perd complètement de vue l'objectif initial, qui était un objectif d'individualisation en fonction du profil de la personne qui va être usagère de stupéfiants, de la réponse pénale. Et on va se retrouver à utiliser d'autres critères qui sont des critères qui sont éloignés de la personnalité des gens qui consomment, qui sont des critères de quantité de stupéfiants qui ont été retrouvés sur la personne, qui vont être des critères de type de substance qui a été retrouvée, et des politiques en plus qui vont être très différentes en fonction des ressorts, qui ne va pas du tout être la même à Cayenne, où on a vu dernièrement qu'au-dessous de 1,5 kg de cocaïne qui avait été retrouvé sur la personne, on s'oriente vers une alternative aux poursuites, qu'à Châteauroux, où il va y avoir une comparution immédiate. 1,5 kg de cocaïne, je pense que c'est l'affaire de l'année. Et donc on va se retrouver avec des politiques qui sont plus du tout adaptées au profil des consommateurs, avec des réponses qui sont très très stéréotypées, où la sanction qui va être privilégiée dans les 2/3 des cas, ça va être l'amende pour l'usage de stupéfiants. Donc quand une problématique addictive est effectivement présente, ça ne va avoir aucun effet. Et finalement, l'injonction thérapeutique, qui était l'alternative aux poursuites phare de la loi de 70, elle va être très très peu utilisée. Enfin, moi, j'en ai jamais vu de ma pratique. Et c'est 2% en fait des réponses qui étaient données en 2017 sur ce type d'infraction. Donc voilà, donc premier écueil. Et juste là, je me permets de vous interrompre sur les injonctions thérapeutiques. Justement, je me suis demandé, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a quasiment disparu du volet, enfin qu'il y a d'autres alternatives, mais pas l'injonction thérapeutique qui supprimait la peine, si on prend la loi à la lettre. Alors, moi, j'ai jamais été au parquet, et donc du coup, forcément, là où on envoie, c'est surtout au parquet. Donc, je suis aussi biaisée pour ça, parce que j'étais avant juge de l'application des peines, donc j'arrivais tout en bout de chaîne, et je faisais aussi de la correctionnelle, donc je jugeais devant le tribunal. Mais effectivement, le nombre d'injonctions thérapeutiques est très marginal.
C'est remplacé en partie par des obligations de soins, mais qui sont, en fait, quand on est magistrat, on n'est pas formé pour déterminer quand est-ce qu'une personne a vraiment besoin de soins ou non. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les obligations de soins, elles sont un peu mises à tort et à travers, y compris pour des personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Ce qui fait que ça va engorger encore plus les centres de soins gratuits. Et ça supprime pas les poursuites, l'obligation de soins. Alors, ça dépend dans quel cadre elle est mise, mais souvent, elle est le support d'une autre peine dans le cadre de poursuites. Mais voilà, et aussi, l'alternative qui pour le coup est très utilisée, c'est le stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants. Mais pareil, qui est payant et pareil, ça peut être utile dans certains cas, mais c'est pas forcément adapté à tous les types de profils. Voilà. Et donc ça, premier point, c'était de dire qu'on avait une réponse pénale qui était de plus en plus systématisée pour faire face à la masse, mais qui ne correspondait pas du tout à l'objectif d'individualisation initiale. Et par ailleurs, donc comme je l'ai expliqué, il y a tout un type de réponse pénale qui est possible lorsque une affaire arrive à la permanence pénale du parquet. Ce millefeuille législatif-là, dans lequel même les parquetiers se perdent, est parfois un peu trompeur, parce qu'on a des poursuites pénales qui existent, des vraies poursuites pénales qui existent, qui ressemblent à s'y méprendre à des alternatives aux poursuites. Et c'est le cas notamment de l'ordonnance pénale, qui en fait sont des vraies condamnations sans procès, et ce qui engendre énormément de conséquences pour la personne qui les subit. Et on a justement une explosion de ce type de poursuites pour usage de stupéfiants qui aboutissent en général à une amende, qui sont de réelles condamnations où la personne n'a pas de débat contradictoire devant un juge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le juge est protecteur des libertés individuelles, donc en fait c'est plutôt une bonne nouvelle de passer devant un juge quand on a une affaire pénale plutôt que de ne pas passer devant un juge. Et donc sans possibilité de se défendre à l'oral. Et ensuite, la condamnation est écrite sur le casier judiciaire. Donc si jamais la personne se retrouve devant la justice à un autre moment, le juge aura connaissance de l'ensemble de ses condamnations précédentes et en tiendra compte pour prononcer une nouvelle peine. Donc ça a des vraies implications. Ça s'appelle ça l'ordonnance pénale. Ça s'appelle l'ordonnance pénale. Et on a l'impression d'une réponse pénale plus douce. Et d'ailleurs, très souvent devant le tribunal, quand on rappelle son casier judiciaire à une personne et qu'on lui dit « vous avez eu tant d'ordonnances pénales pour des faits d'usage de stupéfiants ou pas forcément usage de stupéfiants d'ailleurs », il y a beaucoup de personnes qui tombent des nues parce qu'ils pensaient avoir jamais été condamnés. Ils ne savent pas en fait que c'est une condamnation, voilà, alors que c'est une vraie condamnation pénale. Et ces deux écueils-là de systématisation et finalement de répression plus grande, alors même que la réalité c'est que c'est juste des procédures qui sont des procédures simplifiées, ça se retrouve avec l'amende forfaitaire délictuelle. On retrouve à la fois ces deux écueils-là, c'est-à-dire que c'est une amende forfaitaire, donc sans aucune individualisation pour le coup, alors même que l'arsenal législatif derrière réside, il y a toujours 1 an d'emprisonnement encouru, 3 750 € d'amende. Et en plus de ça, c'est une vraie condamnation. Et c'est pas parce que ça s'appelle une amende forfaitaire que c'est une contravention comme n'importe quelle contravention routière. Et c'est toujours considéré comme un délit. Et pareil que pour l'ordonnance pénale qui sera inscrite sur le casier judiciaire, etc. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, quand on ne la paye pas, qu'est-ce qui se passe ? L'amende forfaitaire. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de... hormis le recours. C'est exécutoire, donc... oui, c'est ça. Il y a 45 jours pendant lesquels tu as le temps de contester ou de payer. Mais si tu ne fais ni l'un ni l'autre, c'est automatiquement majoré. Voilà. C'est 450 € alors que c'est 200 € Si tu ne payes pas la normalement. majoration. Et si tu ne payes pas, après, ça passe au Trésor public. C'est déjà, au moment de la majoration, c'est déjà le Trésor public en fait, qui envoie la majoration. Et après, c'est avis à tiers détenteur. Donc, ça peut être saisi sur le compte, ça peut être saisi sur le salaire. Voilà. Sachant qu'il y a moins de 50% des amendes qui sont recouvrées. Donc, voilà. Et qu'il n'y a pas, c'est pas le même système que pour certains types d'alternatives aux poursuites, comme la composition pénale, par exemple. On a une amende à payer et si on la paye, on n'en parle plus. Et si on ne la paie pas,
le procureur va pouvoir décider d'aller devant un tribunal. Pour l'amende forfaitaire délictuelle, c'est différent. Il n'y a pas du tout cette conséquence-là. Si la personne ne paie pas, elle ne paie pas. En fait, après, c'est une question juste de recouvrement, oui, de moyens de recouvrement. Des amendes. Contrainte par corps, ça n'existe plus, ça, je crois. Non, enfin, il n'y a pas... Et voilà. Enfin, juste pour conclure, du coup, le syndicat de la magistrature se place du côté d'une légalisation contrôlée de l'usage de stupéfiants pour pouvoir réguler le plus possible cet usage et même l'offre de stupéfiants et réguler la demande non pas par la répression mais par des politiques de prévention, de réduction des risques, de prise en charge adaptée. Voilà. Merci. Oui, juste une précision, je ne l'ai pas fait en... Pardon. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais quand vous avez parlé de la question des mules en Guyane qui sont dispensées de peine, c'est vrai que ça renvoie aussi au débat précédent qu'on a eu sur le crack, parce que ces mules qui arrivent de Cayenne, donc avec de la cocaïne en provenance du Suriname, c'est des flux gigantesques, tellement gigantesques qu'il y a effectivement cette aberration qui consiste à dispenser donc les gens au-dessous de, c'est combien, 1 kg 1,5 kg de cocaïne. Vous êtes dispensé donc d'arrestation parce que le flux est tellement énorme que bon, il vaut mieux en passer par autre chose. Alors que on a vu que sur la question du crack, notamment dans le reportage complément d'enquête qui était censé être un reportage sérieux, voilà, on émet l'hypothèse qu'il faudrait renvoyer chez eux, on va dire, une quarantaine de mots doux pour remédier au problème. Ils ont été même jusqu'au Sénégal pour essayer d'expliquer à quel point c'était scandaleux de ne pas arrêter ce flux. Ça rentre aussi dans toute une façon de concevoir l'exilé comme étant un délinquant. Hein. C'est quand même la politique de Darmanin qui consiste à dire, voilà, les exilés sont des délinquants. Voilà, le problème, c'est un problème d'immigration, mais c'est intéressant parce que la question de la Guyane, ça met tout de suite le doigt sur la question de la demande de cocaïne, qui est tellement énorme dans notre pays que, de ce fait-là, on ne peut plus pénaliser les gens qui fournissent cette demande. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment. Voilà, cette conclusion-là, elle voulait se faire sur ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire le fait que, par exemple, sur la question du cannabis, la loi de 70, qui s'applique depuis 50 ans, fait de nous aujourd'hui l'un des pays, ou le pays le plus consommateur. Je crois qu'on est en 2e position. Donc, ce qui est complètement une aberration par rapport aux propos de la loi. Et que, par ailleurs, la contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme n'est jamais évoquée, jamais, y compris dans les campagnes qui sont menées par les gens qui veulent changer la loi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tabou, voire de complexe, avec l'idée de se référer à la liberté individuelle. C'est quand même fou que ce soit l'Union européenne qui en soit venue à dire qu'il y a un problème côté droits de l'homme. Non, mais je trouve ça fou, parce que l'Union européenne, c'est quand même l'histoire du marché, normalement. Absolument, absolument. C'est ou l'ONU ou l'Union européenne. Bon, et effectivement, je pense qu'on a un problème français de ce côté-là. J'ai oublié de dire que tant le syndicat de la magistrature que la Ligue, que ASUD, que Normal, etc., Police contre la prohibition, on fait tous partie d'un collectif, oui. Le CNPD, dont on a parlé tout à l'heure. Mais je trouve que c'est important de le dire, qu'on travaille ensemble justement sur la dépénalisation. On se visibilise là-dessus, peut-être de manière plus formelle. C'est le moment de voir s'il y a quelques questions. Alors, il n'y a plus personne pour passer le micro, par contre. Il y en a, ouais, mais je ne sais pas s'il est le micro mobile. Ah ouais, très bien. Faut peut-être l'allumer. Non. Bon. 1, 2, 3. Ah bah si, ça marche. Oui, merci pour ce double exposé très intéressant. Et c'est vrai que cette dimension de liberté individuelle et de liberté publique, c'est toujours la 3e ou la 4e roue du carrosse. Après les questions de maintien de l'ordre et de santé, alors qu'on devrait commencer par là.
Et aussi cette intrication que vous avez décrite en termes juridiques, mais cette intrication entre le sanitaire et le légal produit des effets pervers. Et je reviens à des éléments du débat de ce matin. On a, au fond, adossé la question d'interdire l'usage d'un produit. On l'a adossé à la question, pour le coup, thérapeutique, du sevrage ou de l'abstinence. Et on les a alignés dans un seul et même paradigme, alors que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Dans un premier cas, on est en termes de on parle de liberté publique et tout ce que vous avez indiqué sur le droit de faire l'usage de son propre corps, etc., sont pertinents. De l'autre côté, c'est un moyen, c'est une technique pour dépasser un problème, par exemple l'usage compulsif, qui peut être une solution ou pas pour les gens. Et voilà, et moi je rappelle toujours cet exemple-là, qui est que les gens comme les alcooliques anonymes ont commencé à véritablement exister en tant que solution face à l'alcool le jour où ils ont décidé d'arrêter de fonctionner comme une ligue de vertu et de vouloir légiférer sur ce comportement en général. C'est dans les années 30, alors qu'ils étaient les héritiers des groupes washingtoniens qui voulaient interdire l'usage de l'alcool à toute la société, qui sont devenus une solution qui peut se révéler pertinente, efficace. Et je trouve que il faut que cette espèce de superposition entre, d'un côté, il ne faut pas commencer ou il ne faut pas consommer de psychotropes, et de l'autre côté, l'idée du sevrage, de l'arrêt, et cette confusion, elle crée un problème, me semble-t-il, central, et que pour moi, la bonne solution pour aborder le problème, c'est de repartir de la liberté individuelle pour ensuite, parce qu'ils sont légitimes, aborder la question de santé publique et la question de maintien de l'ordre. Bon, on a parlé de la conduite automobile ou des tas de sujets encore plus graves, évidemment, qui se posent. Vous avez évoqué, par exemple, le rôle de l'alcool dans les violences intrafamiliales, qui est effectivement important et sur lequel on peut s'interroger. Voilà ce que je voulais dire. Qui veut intervenir ? Merci. Juste déjà une question, une réflexion. Une réflexion, c'est l'interdiction de présenter sous un jour favorable. Elle est effectivement, elle porte atteinte à la liberté donc d'expression, et puis aussi elle bloque complètement le débat donc du coup sur les drogues qu'on peut avoir évidemment. Parce que moi, si je vais sur un plateau télévisé et que je dis j'aime l'héroïne, ben voilà, je risque effectivement d'avoir des ennuis. Donc évidemment, ça bloque la parole. Et deuxième réflexion, c'est sur l'ONUDC, là, donc l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui était quand même le bras armé jusqu'à présent de la répression. Pour y avoir participé à des réunions là-bas, je me suis aperçu que, y compris chez les employés et même dans les des officielles, effectivement, d'abord le principe de réduction des risques était devenu quand même très intégré, et également qu'ils insistent énormément sur que les politiques de lutte contre les drogues doivent être fondées sur le respect des droits de l'homme. Donc ça, c'est quand même important. Alors même si on voit que des pays comme la Russie, l'Iran, effectivement, font blocage souvent sur des résolutions de l'ONUDC, on voit qu'il y a quand même eu une sacrée évolution depuis quelques années, y compris dans on pourrait dire, ce qu'était ce bras armé de la lutte contre la drogue et le crime. Récemment, ils ont même stigmatisé le fait qu'il y ait de la peine de mort. Oui, exactement. Alors qu'auparavant, ils disaient « ça relève des États ». Effectivement. Et maintenant, ils en sont à dire quand même, pas la peine de mort pour effectivement, pour, oui. Et à préconiser même pour les petites mules, etc., de tenir compte de leur situation sociale, etc. Donc ma question, par contre, c'est pourquoi la question de la liberté individuelle, qui a joué à fond en permettant la dépénalisation puis la légalisation de l'homosexualité, n'a pas pour l'instant marché pour les drogues, illégales en tout cas. Et est-ce que c'est seulement l'aspect de nocivité pour la santé, donc l'aspect sanitaire qui a pesé là-dedans, ou est-ce que, alors que ça n'a pas pesé pour l'alcool, cet aspect sanitaire, hein, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, déjà, il y a autre chose. Je vous ai dit, enfin, d'un point de vue juridique, hein, parce que après, le point de vue sociétal, je ne suis pas compétente. Mais d'un point de vue juridique, enfin, moi, je suis avocate, hein, donc
voilà, on a tous un prisme. Ça aurait été peut-être une question pour tout à l'heure, Joël Bordet, par exemple, mais moi, je peux vous répondre que d'un point de vue juridique. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que la Cour européenne des droits de l'homme, tout à l'heure, je vous ai expliqué, le Conseil bloque, il n'applique pas article 4, article 5 des DHC. Pourtant, ce sont des textes qui font partie, ça fait partie du bloc de Conseil. La même chose, je vous ai dit, sur l'article 8, le droit au respect de la vie privée, je vous ai dit, la Cour européenne a dit marge d'appréciation des États. Donc, du coup, ça laisse la place à une pénalisation. Et puis, il faut bien le dire que généralement, au départ, il y avait une politique mondiale de pénalisation. Donc du coup, ça favorise aussi le fait que les juridictions disent on laisse faire. Et tandis qu'en ce qui concerne l'homosexualité, il y a eu une évolution des mentalités, mais il y a eu aussi ce qu'a dit assez tôt la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a dit le fait de disposer de son corps, justement, le fait d'avoir des relations sexuelles avec qui on veut, du moment mineur, c'est différent. Mais en ce qui concerne les majeurs consentants, elle a bien dit, ça rentre dans le droit au respect de la vie privée, c'est-à-dire la liberté de disposer de son corps et la liberté sexuelle, ça en fait partie. Sous réserve, bien évidemment, de respect du consentement. On est bien d'accord. Mais, vous voyez, là, ça devient du droit. À partir du moment où la Cour européenne va dire, là, on est sur du droit et ça n'est pas possible pour les États de pénaliser, ça revient à ce qu'on dit, le pénal, c'est censé être marginal. Le principe dans une démocratie, c'est la liberté. Or, le pénal, c'est l'interdit. Donc, il doit y avoir normalement un cantonnement de l'interdit. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'on voit se développer de plus en plus de pénal, c'est-à-dire de plus en plus de comportements. Tout à l'heure, Joël Bordet vous disait, ce sont des comportements normaux d'adolescence. Eh bien, on voit ça être de plus en plus pénalisé. Vous voyez ? C'est ça qui ne va pas. Après, on peut objecter, ça a été le cas pour l'homosexualité, si on remonte dans l'histoire, y compris le comportement de pénalisation. Et il y a aussi une autre... mais ça, c'est vrai que c'est plus après des réflexions de sociologues ou de philosophes, mais il y a une communauté qui a émergé, notamment dans le cadre de la lutte contre le sida. C'est pour ça que le parallèle, nous, on le fait souvent. Cette communauté, elle s'est mobilisée, elle est devenue visible, elle a servi d'identification aussi, je pense. Et du coup, le juridique a suivi. Parce que la dernière loi de pénalisation, c'est 1982. Enfin, j'ai pas pareil. C'est une question qui est en fait même plus au-delà de sociétal, politique. Enfin, je pense que de manière assez générale, il y a une tension liberté-sécurité qui est assez forte dans le débat politique. La répression paye bien politiquement, et je pense que c'est aussi pour ça que même si on sait que c'est complètement inefficace, on continue à aller dans ce sens-là. Et c'est marrant parce que j'avais jamais pensé au parallèle avec l'homosexualité, mais moi je le fais souvent avec la prostitution. Le débat sur la prostitution, c'est un peu le même. Est-ce qu'il faut pénaliser pour lutter, voilà, je vais pas aller sur ce sujet aujourd'hui, mais le parallèle, il est effectivement beaucoup plus facile, mais parce que s'il y a toujours des lois qui pénalisent finalement la prostitution, alors que dans le cadre de l'homosexualité, on voit bien qu'on a franchi un cap, et que ce cap, il est, c'est pour ça que c'est vrai que c'est la lutte contre le sida qui nous a permis de faire ces parallèles qui sont automatiques, mais ce cap, il repose vraiment sur ces questions fondamentales de droit de disposer de son corps, mais qui, effectivement, pour le moment, ne sont pas reliés à une communauté, en tout cas en France. En tout cas en France, parce que, après, on pourrait aussi évoquer les États-Unis ou même l'Amérique du Sud, globalement, où là, pour la question du cannabis, il y a clairement un lobby. Il y a clairement un lobby qui n'est pas que lié à une communauté, qui est lié aussi à des questions industrielles, des questions de profil. Enfin, mais c'est vrai qu'en France, on est particulièrement pénalisé. Et c'est étonnant de voir que c'est l'ONU qui fait ce parallèle aussi. Quand elle parle de population discriminée, l'ONU parle des questions de genre, elle évoque la question des femmes et elle évoque la question des dangers. Mais d'ailleurs, là, on parlait de la procédure de comparution immédiate. Nous, par exemple, à la Ligue, nous sommes contre cette procédure parce qu'elle envoie les gens en prison. Elle est vraiment pourvoyeuse. Et
elle stigmatise qui? Bah, toujours pareil, c'est les mêmes populations. Ce sont les Noirs et les Arabes qui sont visés. Et parce que c'est comme ça. Les autres vont passer sur d'autres procédures qui, du coup, permettent d'autres aménagements. Donc, on est dans un système, c'est sur les drogues, mais pas seulement. Vous voyez bien que c'est un système global, mais il se trouve que les drogues sont pris là-dedans, dans ce processus. Et c'est pour ça que la question des drogues, c'est aussi postcolonial. Absolument. Postcoloniale. Là-dessus, on est d'accord. Bonjour, oui, du coup c'est une petite question pour, j'ai pas retenu votre nom et prénom, je suis désolé, pour le syndicat de la magistrature du coup, oui. Si la question de l'usage est une question qui renvoie à des libertés individuelles au niveau constitutionnel, si j'entends bien ce que dit la représentante de la Ligue des droits de l'homme, pourquoi est-ce que c'est pas mis en application par les juges? Est-ce que c'est le fait que le législateur vienne rajouter des étages, ou est-ce que c'est une vision un peu plus idéologique peut-être de l'usage lui-même par une partie des juges? Le juge en fait applique la loi, donc à partir du moment où il y a une pénalisation dans la loi, peu importe ce que le juge en pense, il va être obligé d'appliquer. Alors il a une marge d'appréciation qui est relativement forte, et c'est d'ailleurs ce qui fait, et heureusement que un an d'emprisonnement pour usage sont jamais prononcés. Mais voilà, pour autant, il ne peut pas dire relax parce que ça sert à rien. Enfin, alors, en fait, c'est une question de droit et liberté, mais après, à partir du moment où ça a été, c'est validé par le Conseil constitutionnel, où en fait la loi reste constitutionnelle, pour le coup, il y a plus, le juge ne peut que l'appliquer, quoi. Moi personnellement, ou en tant que syndicat de la magistrature, je pense que il faudrait qu'il y ait une légalisation contrôlée de la vente de stupéfiants, et que l'usage ne soit plus pénalisé. Voilà. Voilà, mais je pense que le micro, il a un ressenti général aussi. Donc oui, je pense qu'on va pouvoir lever le camp en vous remerciant tous de votre présence et en vous indiquant que les égus, donc ces états généraux des usagers de substances, ont lieu chaque année, mais qu'on va essayer de multiplier, je pense, les événements, pas nécessairement dans le cadre des égus, mais peut-être dans un cadre, pourquoi pas celui du CNPD d'ailleurs, pour multiplier des interventions sur ces questions, c'est-à-dire drogue et droits humains, pour essayer de faire avancer les choses.